Chers internautes, nous revoilà encore une fois en face de vous pour vous faire part de quelques points d'actualité, notamment quelque chose qui touche ces derniers jours le racisme et bien évidemment avec les droits de l'homme aussi qui seront bien élucidés au cours de cet entretien que nous avons le privilège donc de vous faire part aujourd'hui avec quelqu'un qui a été pendant plus de 30 ans défenseur, un fervent défenseur d'ailleurs même donc de ces droits humains. Aujourd'hui, nous avons le plaisir, chers internautes, de vous présenter quelqu'un dénommé Aliou Tine. Monsieur Tine, nous vous saluons et vous remercions encore une fois, toute l'équipe de Dakaractu vous remercie par rapport donc à votre disponibilité. Merci, je vous remercie et je remercie l'ensemble de vos téléspectateurs. Merci. Aliou, aujourd'hui nous sommes avec vous pour faire donc un survol à peu près d'une vingtaine de minutes par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. D'ailleurs, avant même d'aborder ces sujets, nous allons même vous dire que voilà, nous avons eu peut-être certaines informations relatives à ce qui d'ailleurs est occupé par votre personne, notamment avec les nouvelles fonctions que vous exercez des Nations Unies. Vous êtes aujourd'hui un fervent défenseur des droits de l'homme, mais vous gérez aussi une fondation dénommée Think Tank Jom Center. De quoi s'agit-il exactement? Merci. En fait, ce n'est pas encore une fondation. Hein. On aimerait bien effectivement que Africa Bon, Jom on dit Center que voilà, il est le fondateur de... fondation, oui, voilà. Je suis le fondateur. Vous êtes le fondateur, oui. Africa Jom Center. Africa Jom Center, c'est un think tank, un laboratoire d'idées qui essaye de développer et de promouvoir le débat public. C'est très important, c'est dans le cadre du débat public que nous construisons collectivement notre démocratie, que nous consolidons notre idée commune de ce qu'est le Sénégal, avec effectivement une pluralité de voix, pluralité de conceptions. Et également aussi, c'est dans ce cadre que nous voulons situer ce qu'on peut appeler le dissensus comme faisant partie intégrante de la démocratie. C'est le grand problème que nous avons, c'est la gestion du dissensus. C'est la gestion des différences qui, des fois, entraîne des violences vraiment meurtrières en Afrique. Maintenant, il faut accepter les différences, accepter la différence des points de vue, accepter les opposants comme étant partie intégrante, accepter les activistes et les journalistes, ça veut dire tout ce qui empêche de tourner en rond, comme effectivement faisant partie de la construction de ce qu'on appelle le consensus, la démocratie de façon globale. Donc en quelque sorte, c'est on travaille sur les questions de la démocratie, c'est de l'état de droit d'abord, la construction de l'état de droit. L'état de droit, c'est une synergie donc, qui regroupe par exemple plusieurs acteurs. Exactement. Nous avons des jeunes. La plupart des gens qui travaillent avec moi ici, ce sont des jeunes qui sont en situation de master, de thèse. Et ce sont eux qui sont les coordonnateurs de Africa Jom Center. Maintenant, nous avons notre conseil d'administration avec des femmes, des hommes, des jeunes aussi, mais la plupart du temps, qui sont des seniors et qui sont des universitaires. Vous savez, cette cité, c'est la cité des universitaires. Hein. Et moi, mon voisin, c'est Souleymane Bachir Diagne. Donc, je suis gâté. Ah oui. Voisin direct. Le professeur Souleymane Bachir Diagne. Oui. Vous avez, comment il s'appelle, Aboubakri Sita Moussalam, le digne successeur de Cheikh Anta Diop. Hein. Exactement. Donc, exactement. Je suis gâté d'être là avec les Bouba Diop que vous entendez aussi. Hein. Donc, vraiment du point de vue de l'élaboration, du travail avec les concertations que nous avons. Et nous avons des jeunes qui ont également des outils beaucoup plus neufs, qui sont branchés sur Internet. Donc nous souhaitons très prochainement que cela soit une fondation, une grande fondation. Amen. Pour que toutes ces idées qui seront générées là-dessus, voilà, vont être... Pour former surtout la relève. Exactement, voilà, donc exactement. Mais nous rappelons aussi que vous êtes nommé expert, n'est-ce pas, en droits humains au niveau donc, des Nations Unies. Je suis expert indépendant sur la situation des droits de l'homme au Mali. Mais récemment, après, bien sûr, la présentation de mon rapport, vraiment, maintenant, je suis
non seulement expert au niveau du Mali, mais également sur tous les pays. J'ai un mandat maintenant sur tous les pays, sur les 5 pays de G5 Sahel. Donc c'est un mandat beaucoup plus musclé, plus étendu sur le plan géographique, ce qui est très intéressant parce que la question de la paix, de la sécurité, des droits humains sont pratiquement les mêmes. Donc il nous faut avoir ce qu'on appelle une vision commune, coordonnée, mais régionale. De la paix et de la sécurité. Effectivement, donc que cela soit quelque chose d'intégré au niveau donc, de la région. Exactement, d'intégrer. Le mot intégrer, c'est très important. D'accord. Wow. Mais aujourd'hui, M. Tine, nous avons, voilà, nous vivons une situation particulière dans le monde. On y reviendra peut-être au cours de l'émission, donc dans peut-être à peu près 5 à 10 minutes, on y reviendra. Mais pour l'instant, est-ce que nous pouvons dire qu'aujourd'hui, ici au Sénégal, les droits et libertés sont bien pris en compte? Bon, ce qu'il faut dire, c'est que le Sénégal est un pays de référence en matière de droits humains. Je dis depuis pratiquement le début du siècle. Les tout premiers défenseurs des droits de l'homme qui travaillaient avec la Ligue des droits de l'homme, la Ligue française, quand c'était né, c'était les Mbaye Mbengue. Mbaye Mbengue, très peu de gens le connaissent. Mais je peux dire que c'est le père des activistes des droits de l'homme. C'était dans les années 14, au moment où Blaise Diagne est arrivé. Il fait partie un des bras droits de Blaise Diagne, qui ont permis à Blaise Diagne de gagner les élections contre les Toubabs à l'époque. Donc, c'est important. Et puis ensuite, vous savez, la première commission nationale des droits de l'homme s'est créée au Sénégal. La première en Afrique, c'est la doyenne des institutions des droits de l'homme. Et puis ensuite, le Sénégal, c'est une référence aussi parce que les droits humains sont constitutionnalisés. C'est important. C'est dans le préambule. Mais les libertés fondamentales aussi sont constitutionnalisées. Ça compte. Au Sénégal également, il y a une certaine socialisation des droits de l'homme. Ça, quand même, c'est la RADDHO qui l'a amené. Parce que si vos droits sont violés, immédiatement, les gens interpellent les organisations de droits de l'homme. C'est vrai que les droits de l'homme, ce n'est pas seulement une existence au sein des institutions de l'État, mais au niveau de la société et des citoyens, il y a une culture, un ancrage de la culture des droits de l'homme. Ça aussi, c'est très important. Maintenant, il faut l'étendre à tous les corps sociaux, comme par exemple la police, comme la gendarmerie, pour que les droits de l'homme, aujourd'hui, ça fait partie de notre culture. Donc, c'est très important. C'est vrai que ce n'est parfait nulle part dans le monde, mais il y a des problèmes. C'est vrai, cela ne va pas dire effectivement que le Sénégal on peut considérer que ce sont peut-être des droits assez bafoués, quoi, en quelque sorte. Il y a des moments où c'est bafoué. Il faut quand même reconnaître qu'il y a quelques difficultés à exercer la liberté d'expression. La liberté d'expression est constitutionnalisée. C'est très important quand on dit que c'est un droit constitutionnel. Ça s'est amélioré. Mais quand même, il y a des gens qui restent en prison dont je souhaiterais leur liberté pour des raisons humanitaires. Le Karim Khouroum-Khah. Le cas de Karim, oui, qui a été vraiment un cas patent. Mais aussi, nous avons peut-être récemment, bon, il y a aussi le cas de Guy Marius Sagna, il est même sorti de prison, mais c'est un cas aussi qui a été un peu alimenté dans les débats pour, pour dire que... C'est-à-dire que nous n'avons pas besoin, aujourd'hui, pour des gens qui ont exercé leur liberté fondamentale, de les mettre en prison. La liberté d'expression, elle est constitutionnalisée. Ça, je veux dire, c'est très important. C'est un niveau très élevé qu'on porte ça comme valeur au niveau du Sénégal, dans notre démocratie. Mais est-ce qu'aussi, M. Tine, il n'y a pas peut-être de problème à ce niveau quand on dit liberté d'expression? Parce que liberté d'expression aussi ne veut pas dire, voilà, me permettre de dire tout ce que je veux, etc. Parce qu'il y a des gens peut-être qui sont là derrière leur machine, qui se permettent à dire, voilà, tout ce qu'ils pensent, tout ce qu'ils veulent, alors que peut-être il y a le minimum qui doit être vraiment considéré. Mais, non, si vous diffamez quelqu'un, si vous portez atteinte à l'honneur de quelqu'un, mais les lois sont là. Les lois sont là pour punir ce genre de délit. Ça existe. Maintenant, si quelqu'un exprime son opinion, je dis l'expression d'une opinion, c'est ça la liberté d'opinion. C'est la liberté de penser. On peut dire expression et non insulte. Vous savez, les insultes, c'est vrai.
Mais est-ce qu'on peut mettre quelqu'un en prison parce qu'il a insulté? Mais bien sûr, on peut trouver peut-être autre chose. Mais enfermer quelqu'un parce qu'il a insulté, dans d'autres pays où la liberté d'expression existe, ça n'a pas de sens. Et puis, il y a différentes formes d'insultes. Hein. Moi, je ne fais pas la promotion de l'insulte, au contraire. Même dans la page quand même où je suis, je dis tout le temps, il faut le respect de l'autre. Parce que si tu ne sors pas une parole qui te respecte. Mais maintenant, il y a des formes, si vous voulez, de sanctions beaucoup plus fortes que la prison. C'est quand l'insulteur lui-même, il est pratiquement sanctionné, condamné par l'opinion publique de façon globale. Pour dire, écoutez, vraiment, ce que vous avez dit, ça vous fait honte. Vous devriez avoir honte de sortir ce genre de choses. Il me semble que régler cette question comme cela me semble beaucoup plus pertinent. Voilà. Vous savez, quand on dit que la liberté d'expression, c'est une liberté constitutionnelle, c'est quand même fort. Hein. Vous avez vu aux États-Unis, c'est le premier amendement de la Constitution américaine. Et quand, effectivement, les gens ont voulu sortir, on a dit Covid, ils disent non. Nous, notre liberté constitutionnelle, nous l'exerçons. Maintenant, ça peut se discuter, hein, parce que quand même, la Covid, avec ses effets, c'est quand même terrible. On a vu même qu'effectivement, ça a multiplié par plus de 20 les cas de Covid aux États-Unis. Donc, pour être clair, il faut former, éduquer vraiment des citoyens qui soient responsables et qui soient capacitaires. Des citoyens qui doivent avoir, si vous voulez, une idée très profonde de ce qu'on appelle la responsabilité collective. Dans le cadre de Covid, c'est ça, c'est une responsabilité collective. C'est la façon dont nous pouvons nous coordonner ensemble pour nous protéger le pays, protéger l'économie. Parce que la Covid ne tue pas seulement les hommes. La Covid, elle tue l'économie. Et elle porte atteinte à la société. Et il me semble que c'est toxique, la Covid. Mais c'est toxique aussi le déni de la Covid. Il y a des gens qui disent que ça n'existe pas. Dire que ça n'existe pas, en réalité, c'est créer le danger. C'est faire circuler, c'est désubstantialiser le mal. Et ça aussi, c'est grave. D'accord. Donc, comment on peut dire combattre effectivement ces formes de déni qui peuvent être toxiques et qui peuvent avoir des effets totalement négatifs, aussi bien sur la santé des gens que sur la santé de l'économie. Donc, on peut dire globalement, par rapport à ce que vous venez d'avancer, qu'il y a certes une institutionnalisation des droits humains, c'est-à-dire le Sénégal est une référence par rapport donc à... Est une référence par ces textes. Par ces textes, mais il y a aussi des efforts à faire pour donc encadrer tout ce qui a été donc dit par ces textes-là. Tout à fait. Le Sénégal, c'est une référence par ces textes, c'est une référence par son histoire, c'est une référence par ses juristes, ça veut dire ces personnes ressources, les personnes ressources qui travaillent dans le domaine des droits humains au Sénégal, vous ne pouvez pas. Ce sont des références même sur le plan international. Et c'est une référence par rapport à aux organisations de droits de l'homme. Maintenant, l'État doit faire en sorte qu'on puisse jouir effectivement et concrètement des droits fondamentaux reconnus par notre propre Constitution. Ça, c'est extrêmement important. D'accord. Donc, on va juste aborder d'autres points, notamment toujours dans le même sillage. Mais aujourd'hui, on a vu quelque chose d'extraordinaire, surtout dans ce contexte de crise sanitaire, par rapport à la mort de George Floyd. C'est vrai qu'on a vu depuis longtemps ces genres de situations, on les a vécues, on les connaît, mais cette mort de George Floyd qui a eu même une cérémonie donc funéraire assez politique, assez politisée à ce niveau, c'est-à-dire qui a pris une ampleur considérable. Qu'est-ce qui, selon vous, a provoqué donc ce niveau-là par rapport à sa mort? Écoutez, vous savez... Peut-on dire que le racisme a atteint son paroxysme à ce niveau? Exactement. D'abord, ça rappelle ce qu'on appelle les cérémonies de lynchage des Noirs à l'époque. Pour peu, les gens, ils les pendaient les Noirs. Et ils les pendaient en toute impunité.
Donc, le noir déjà était péjoré, considéré comme moins que les autres humains, c'est ça, comme race inférieure. Et ça, c'était des théories racialistes qui existaient à l'époque. Et ça a justifié l'esclavage, ça a justifié la colonisation. C'est pour ça aussi, la colonisation, ça veut dire nous allons vous civiliser parce que vous n'êtes pas suffisamment hommes. Vos cultures ne sont pas des cultures suffisamment humaines. Donc, et je dis les post-colonies aussi. Donc, quand ce policier a mis le genou pendant pratiquement 8 heures, 8 minutes, 46 secondes, 9 minutes, et que ce gars n'arrêtait pas de crier « je ne peux pas respirer ». Et puis il a commencé à dire, je peux le dire en wolof, hein, « oui, Samandei ». Oui, Samandei. Et à plusieurs reprises, presque 9 fois. Et le gars était froid, la main dans la poche, avec le sentiment que je peux le tuer sans aller en prison. Il me semble que cette vision, cette image qui a traversé le monde a très fortement indigné et a très fortement révolté les gens. Et c'est à partir de ce moment-là que certains se sont dit non, mais on ne peut pas avoir une société, une démocratie où on peut tuer en toute impunité une personne humaine. Et il me semble que les manifestations ont été tellement massives et surprenantes aux États-Unis et dans le monde. Et ça ne s'est pas arrêté là. Les gens ont commencé aussi à déboulonner les statues. C'est extrêmement important. Cela a dégénéré, cela peut-être... Aujourd'hui, il y a le roi des Belges qui encore demande des excuses auprès de la RDC par rapport à ce qu'il... Donc, cette pensée, ces idées par rapport au déboulonnement, par rapport même, c'est-à-dire cette conception négative par rapport aux statuts qui étaient là, des statuts esclavagistes, etc., sont la continuité de cet acte sur George Floyd. C'est ce qu'on appelle le racisme systémique, le racisme institutionnel et structurel. Ça veut dire que l'état de droit, c'est le racisme qui est structurant de l'état de droit. Ça veut dire que tout le monde peut avoir des droits sauf le nègre, parce qu'il est nègre. Et on peut le tuer en toute injustice. Et c'est cette injustice. D'abord, au départ, les gens n'ont pas, si vous voulez, sanctionné les 4 policiers, hein, n'ont pas voulu les juger. On leur a dit, mais écoutez, maintenant vous sortez de la police, vous n'avez plus votre place. Et c'est ça qui a révolté les gens. Donc, le sentiment d'injustice commence à soulever les gens. Et maintenant, on a dit, stop, arrête, c'est fini, on y met un terme. Et ce qui est bien, à la fois, il y a cette espèce, si tu veux, de réaction fantastique, qui est pratiquement une réaction mondiale. Ça a été un peu timide en Afrique, je dirais même très timide, mais une réaction mondiale, extrêmement forte pour dire... Et ça pour dire quoi? Il nous faut bâtir une nouvelle humanité où le racisme n'a pas sa place. Dans ce sens, je ne vous interromps pas, mais par rapport à cette dynamique universelle qui devrait être vraiment observée par rapport à cette situation, est-ce que vous avez vu une implication vraiment foncée, une implication rigoureuse par rapport des pays, voilà, des dirigeants africains, je veux dire? Écoutez, vraiment, on a très peu compris la réaction des dirigeants africains. Je pense qu'il y a d'abord le président ghanéen qui a réagi. Il y a aussi le président Macky Sall a réagi aussi. Mais on a laissé l'Union africaine réagir et la CEDEAO très faiblement. Et ensuite, il est évident qu'à partir de New York, où il y a des diplomates et des experts qui ont dit, mais écoutez, mais il faut que l'Afrique, qui ont fait d'abord une pétition, et puis ensuite ce sont les diplomates qui sont à Genève, au Conseil des droits de l'homme, qui ont quand même demandé à ce qu'on ait effectivement aussi une résolution sur le racisme. Et même pour demander une commission d'enquête envoyée aux États-Unis. Mais malheureusement, si tu veux, cette proposition qui était la plus forte et qui était nécessaire de mon point de vue, parce que pour une fois aussi, ce sont les Africains eux-mêmes qui prennent l'initiative pour dire, écoutez, on envoie une commission d'enquête sur la question du racisme systémique et structurel aux États-Unis. Parce que d'habitude, ce sont les autres États. Et chaque fois, les commissions d'enquête, ils quittent le nord pour venir vers le sud. Et donc, moi, je me dis, c'était un juste retour des choses que l'Afrique demande une commission d'enquête, que ça soit accepté, et que cette faiblesse
de la société et de la démocratie africaine, pardon, de la démocratie américaine, parce que ce sont des faiblesses structurelles, et qu'en réalité, que ça soit vu par le monde et que par humilité, les États-Unis disent, mais écoutez, il n'y a pas de problème. Je pense que c'était une forme pour les États-Unis de se rehausser et d'avoir à peu près, si vous voulez, le statut d'humanité, de la même humanité que les autres, au lieu de se considérer toujours... Mais ne pensez-vous pas que, par exemple, l'Afrique devrait peut-être à son niveau beaucoup plus s'impliquer parce que, voilà, peut-être la dynamique aux États-Unis, peut-être dans d'autres pays, peut-être européens, où il y a peut-être des gens qui luttent contre ces agissements raciaux, ces agissements raciaux, autant pour moi, aujourd'hui, est-ce que vous pensez que cette même dynamique ne pourrait pas peut-être être entreprise par ces Africains-là? Bon, tu sais, l'Afrique, c'est... Ces bains de foule, etc. On peut comprendre l'attitude de l'Afrique. Il me semble que c'est là où on doit tirer la leçon. Et c'est ça qui doit nous faire réfléchir. C'est-à-dire, quel est le prix qu'on accorde, nous, Africains, à la vie d'un Africain? C'est très important. Parce qu'il y a la vie d'un Africain américain aux États-Unis qui a soulevé pratiquement le monde entier. Mais chez nous, tous les jours que Dieu fait, dans les guerres, on tue, on massacre, si bien qu'on a banalisé, dévalorisé la vie des Africains. Mais il faut qu'on revienne pour sacraliser la vie des Africains. Et que qu'on les tue ici ou qu'on les tue ailleurs, que les gens aient la capacité de dire stop, on arrête. Et il me semble que quand effectivement les gens ont dit, ben, écoutez, il faut arrêter de considérer l'Afrique comme un enfant, de l'infantiliser, surtout les institutions internationales, avec leurs dettes et tout. J'ai dit, mais il faut que l'Afrique aussi essaye de se comporter en adulte. Et se comporter en adulte, c'est quoi? Mais d'arrêter de s'entretuer, d'arrêter de faire la guerre. C'est extrêmement important de déposer les armes et de régler les problèmes entre Africains par tous les moyens, sauf la guerre. Le jour où on en arrivera là, je pense que ça sera le commencement de ce qu'on appelle l'émergence. L'émergence, ça va commencer quand nous, Africains, nous allons considérer la vie des Africains comme quelque chose de sacré, quelque chose qu'il ne faut pas toucher. C'est important. Deuxième remarque, chez nous aussi, nous avons nos formes de discrimination et nos formes de racisme ici en Afrique. C'est-à-dire qu'il faut qu'on commence aussi par, comme on dit, balayer devant notre porte. Comme on dit, cultiver à partir de notre pied, qui savez-vous tant qu'à l'angle du pied. Et ça veut dire la question des castes. Il faut les dévaloriser parce que ça aussi c'est une forme de péjoration, je veux dire de métier. Parce que vous êtes chanteur, vous êtes casté, parce que vous travaillez les bijoux, vous êtes casté. C'est pas normal d'être discriminé sur cette base. L'esclavage, ça existe. Ça existe ici à côté. Sous d'autres formes? Mais bien sûr. Mais vous allez en Mauritanie, ça existe. Vous allez au Mali, ça existe. Vous allez au Niger, ça existe. Des gens qu'on considère comme des esclaves. Il faut qu'on arrête ça. Ça veut dire aujourd'hui, ces questions-là aussi, nous, Africains, nous ne devons pas dire, écoutez, nous allons dénoncer le racisme ailleurs. Il faut le faire. Il faut se lever, il faut le faire fermement. Et moi, je pense que les présidents africains doivent faire à peu près comme les élites juives. Si tu touches à une vie d'un juif, mais écoutez, de partout dans le monde, les gens se lèvent pour dire on arrête l'antisémitisme. Maintenant, la négrophobie, aussi, il faut que quand on touche à un nègre, qu'on dise mais écoutez, les nègres sont des hommes, il faut arrêter. Donc, si on continue à dénoncer, à partir de ce moment-là, on va se faire respecter. Et la dénonciation, ça doit commencer effectivement par les élites, mais également par les jeunes, par les journalistes, par tout le monde. C'est extrêmement important parce qu'il faudrait effectivement bâtir ensemble, et avec les Africains, un monde post-raciste. Un monde effectivement où on essaye d'abolir et d'éradiquer toutes les formes de discrimination. Ça, c'est très important. Très bien, et c'est en quelque sorte, c'est quelque chose qui est bien retenu, j'espère, par les dirigeants africains notamment. Mais est-ce que vous avez, par exemple, été témoin, bon, par exemple au Sénégal, d'un acte raciste qui est peut-être, qui a été peut-être infligé à quelqu'un ici? Mais bien sûr,
tu vas vouloir épouser, on te dit, mais écoutez, qui est Doussa Nawlé? Ça quand même, vous le savez. Ça arrive. Mais ça se passe, non, mais c'est terrible. Vous êtes un être humain, c'est un être humain, vous partagez le truc, on dit, mais tu ne peux pas l'épouser. Parce qu'effectivement, il est ceci, il est cela. Mais c'est inconcevable aujourd'hui. Par rapport à d'autres aussi qui sont discriminés parce qu'effectivement, ils vivent un handicap. Ça aussi, il faut les intégrer dans la société, leur donner leur place, respecter leur dignité. Les albinos, je pense que ça aussi, on le voit, il y a des gens effectivement qui sont mutilés, qui sont tués tout simplement parce qu'ils sont des albinos, parce que les gens racontent des histoires sur eux. C'est extrêmement important aussi, la protection de ces gens. Je pense que les personnes qui sont vulnérables, les réfugiés qui sont chez nous, qui viennent, les étrangers qui viennent chez nous, on dit ben nyakla ou machin, etc. Je pense que tout ça, ce sont des préjugés qu'il faut effectivement, contre lesquels il faut lutter de façon vraiment ferme. D'accord. Aujourd'hui, est-ce que vous avez peut-être eu, certainement vous avez eu l'information, il y a récemment peut-être une personne qui est sortie sur les réseaux sociaux et qui s'est permis à insulter toute une communauté, donc pour citer cette communauté, et la communauté Peul exactement. Aujourd'hui, ce sont peut-être des actes qui sont mal peut-être jugés et qui ne sont pas du tout honorables pour notre pays. Quel commentaire en faites-vous? Non, mais je pense que c'est très grave, c'est extrêmement dangereux d'insulter, de porter atteinte, atteinte physiquement, de porter atteinte à la dignité de quelqu'un tout simplement parce qu'il est différent. Et ça se passe pire dans la sous-région, je le sais. Quand même, j'ai été à plusieurs reprises à Mopti. Je suis sur le terrain aussi au Burkina Faso. Et voilà une question. Aujourd'hui, sur le plan régional, mais quand on se permet de... Les autorités, non, ce que celui-là a fait... Quand on se permet peut-être d'insulter, quand on se permet d'insulter, par exemple, une communauté, par exemple, leur guide, le guide, par exemple, des Peuls, voilà. Donc, on se dit qu'il y a quelque chose peut-être qui est derrière, etc. Est-ce que vous ne pensez pas peut-être qu'il y a une manipulation qui a été peut-être, voilà quoi, invisible quelque part? Non, vous savez, dans la société, il y a souvent des marginaux, il y a souvent des trucs. Mais de mon point de vue, il y a l'insulte, mais il y a pire que l'insulte. C'est ça que je veux dire. Il y a pire que l'insulte et ça se passe sur le plan régional. Quand vous voyez effectivement, parce qu'on se dit, tiens, les Peuls sont les djihadistes, tous les Peuls sont des djihadistes, et que des civils qui n'ont absolument rien à faire sont massacrés, en toute impunité, c'est ça qui est grave. Et il faut effectivement lancer un appel aujourd'hui, aussi bien à la communauté africaine, et puis à toutes les communautés ici aujourd'hui, pour dire il est temps aujourd'hui qu'on se lève et qu'on essaye de trouver une solution régionale à cette question. C'est une question qui est grave. Mais il faut condamner fermement les gens qui attisent la haine, que ce soit la haine raciale, que ce soit la haine ethnique, que ce soit une haine qui porte sur les gens, leurs croyances. Je pense que tout ça, il faut les condamner et effectivement, il faut les punir. Parce que ça commence comme ça. Toutes les idéologies de la haine, ce sont des idéologies vraiment qui sont infectes, qui sont des idéologies toxiques sur lesquelles vraiment il faut agir. Êtes-vous réellement pour le développement des statuts? Peut-être de ces statuts qui représentent voilà, ceux qui étaient peut-être des esclavagistes, etc. Non, moi je suis pour qu'on déboulonne. Ça c'est mon avis. Hein. Je pense qu'on ne peut pas célébrer un fait d'herbe. Hein. Il y a les articles de Khadim Ndiaye, il y a quand même Bachili qui a écrit quand même un excellent article, un édito qu'il a produit il y a si récemment à Sud. Il y a également, pour moi personnellement, je pense qu'aujourd'hui on peut faire un musée pour effectivement le musée des gens de l'esclavage, où ces gens vont avoir leur place, du colonialisme, où les gens vont avoir leur place. Mais si on doit faire une statue, que ce soit quand même des personnes positives, de mon point de vue. Voilà, ça c'est notre histoire, cette histoire-là, c'est l'histoire de l'Afrique
comment elle s'est déroulée. C'est très bien, je suis totalement d'accord. Ce n'est pas de détruire les statues, mais en réalité de les conserver dans des musées. Il me semble que aussi c'est une façon de dire, mais tiens, voilà notre histoire, comment ça s'était fait, voilà comment il a organisé, voilà comment il a gouverné. Mais moi, je ne peux pas comprendre qu'effectivement, on ait des statuts de Faidherbe, on ait des statuts vraiment des colons, des esclavagistes, alors qu'on n'a pas de statut de Aline Sitoé Diatta, on n'a pas des statuts de Ndate Yalla ni de Faidherbe. Hein. Voilà, il me semble qu'il y a des gens. Aussi, ça, c'est notre histoire. Ça fait que les gens comprennent aussi ce qu'est notre histoire. C'est vrai que c'est un débat, c'est un grand débat que les gens sont en train de mener en France. Ici, au Sénégal, tout le monde n'est pas d'accord. Mais c'est bon qu'on poursuive le débat. Donc, le débat, là, c'est un bon débat de mon point de vue. D'accord. M. Tine, on va clôturer avec le dernier point, le dernier chapitre, pour parler du Covid, en quelque sorte. Voilà. Hier, j'espère que vous l'avez suivi, le président est sorti pour donner quelques orientations relatives à l'évolution de la pandémie ici au Sénégal. Il a levé les restrictions et tout ce qui était peut-être imposé depuis le début de la pandémie, à savoir l'état d'urgence et le couvre-feu y compris à partir d'aujourd'hui même. Comment est-ce que vous appréciez son discours d'hier? Bon, moi je pense quand même que c'était un discours d'homme d'État. Sur la question de la levée de l'état d'urgence et du couvre-feu, moi je pense que j'ai toujours critiqué le fait qu'on ait l'état d'urgence. Donc si on lève l'état d'urgence et le couvre-feu, pour les libertés fondamentales et les défenseurs des droits de l'homme que nous sommes, nous ne pouvons qu'applaudir. C'est une très bonne chose. Maintenant, il a aussi appelé effectivement les citoyens à mieux se protéger et protéger le Sénégal. Il me semble qu'on doit insister là-dessus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas, avec le confinement, tuer notre économie. C'est une économie très fragile. Vous gardez les gens chez eux, les transporteurs. Vous avez vu, même quand on les a gardés pendant un certain temps, ça commence à être violent. Ce n'est pas possible. Donc, il est bon. Mais à partir de ce moment-là, si nous sommes les vecteurs, parce que nous circulons avec le virus, mais nous avons aussi des moyens de protection pour que nous puissions circuler et stopper le virus. Il me semble que c'est les gestes barrières. Il faut revenir là-dessus pour dire effectivement que la pandémie, elle est toxique. Elle est toxique pour notre santé. Pour la santé individuelle, elle est toxique pour la santé collective. Et elle est toxique également pour l'économie. Et la meilleure façon de le faire, c'est tout simplement les mesures de prévention et les gestes barrières. Parce qu'il n'y a pas encore de médicaments, il n'y a pas encore de vaccins. Et nous ne pouvons pas effectivement continuer éternellement par peur. Est-ce que vous ne craignez pas une explosion de cas voilà, par rapport à cette situation? On serait collectivement responsable d'une explosion de cas et de deuxième vague. Et ça, il faut que les gens comprennent que vraiment aujourd'hui, nous sommes dans une phase vraiment de seuil critique et limite pour les capacités vraiment de nos structures sanitaires et de nos personnes ressources, si bien que maintenant, si vous savez, quand vous êtes affecté, vous êtes isolé chez vous. Donc, il ne faut pas, comme on dit, entraîner un effondrement du système. Ça serait une catastrophe. Et il ne faut jamais cesser de le répéter pour dire qu'en réalité, il est toxique de dire également c'est un déni. Il est toxique, de mon point de vue aussi, de négliger les gestes barrières. Donc, mettre le masque, c'est important. Le gel, c'est important. Parce que vous protégez les autres, c'est très important. Respecter également la distanciation physique, c'est très important. Et il ne faut jamais cesser de le répéter. Il ne faut jamais cesser de le répéter et de le répéter et de le décliner dans toutes les langues, pour toutes les cultures et pour tous les segments de la société. Message de sensibilisation qui a été bien retenu. Maintenant, le dernier que vous aurez peut-être à faire par rapport à la situation de crise notamment, mais par rapport à cette révolution en quelque sorte, entre guillemets, qui a été faite par rapport à toutes ces questions qui sont posées, notamment du racisme, etc., dans le monde. Quel est le message en tant que défenseur peut-être des droits de l'homme que vous en faites? Voilà, moi je vois deux types d'effets. Le premier, c'est l'effet Covid. Est-ce que nous allons conduire le même monde que celui du Covid,
qui a dévoilé toutes les faiblesses, toutes les vulnérabilités des systèmes politiques, économiques et sociaux, et toutes les injustices que nous avons vécues. Alors, donc, la réponse, c'est qu'il nous faut repenser, nous, Africains, ce qu'on appelle l'après-Covid. Il me semble que, et dans tous les domaines, politiques, économiques et sociaux. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde les crises qu'il y a dans la région, que ce soit les crises sécuritaires, que ce soit les crises de la démocratie et du suffrage universel, que ce soit la crise des élections ou la crise des droits de l'homme, on est effaré. On se dit, mais où on va? Et cette crise est venue des alternances. Ça veut dire qu'en réalité, on a procédé à des alternances démocratiques sans qu'il y ait des alternatives politiques, qu'il y ait des alternatives aussi sur le plan de la culture qui fassent avancer nos pays. Donc nous sommes concrètement dans une espèce de situation d'impasse. Et donc il nous faut réfléchir pour voir la situation prochaine, d'autant plus que nous sommes devenus plus vulnérables avec Covid. Vous croyez à ce qui est appelé récession en quelque sorte partout dans le monde? La récession, elle est là, déjà partout dans le monde. Mais qu'est-ce que ça demande quoi? Ça demande qu'il y ait beaucoup plus d'unité. Ça demande quoi? Ça demande qu'il y ait beaucoup plus de substantialisation de la politique. Que le plus grave danger que nous avons et qu'on voit effectivement se produire au Mali, c'est la désubstantialisation de la politique. Si bien qu'aujourd'hui, les alternatives viennent d'ailleurs de la religion, que le veuille ou non. Quand vous avez un imam qui est derrière lequel se trouvent toutes les élites politiques, ça doit nous interroger nous aussi. Faire attention, ça veut dire que nous avons des élites politiques. Nous marchons sur deux pieds au Sénégal. Le politique et le religieux. Et ça, c'est depuis le colonialisme. Hein. Le religieux aussi, il faudrait qu'au sein de la gouvernance religieuse, qu'on essaye de voir comment on va améliorer. Pour que les gens qui croient encore ne décrochent pas. Parce que nous voyons des phénomènes de décrochage. Les insultes dont vous parlez, ça, c'est des phénomènes de décrochage collectif. Et tout ça aussi, c'est parce qu'effectivement, il y a des failles dans la gouvernance religieuse. Ne pas le dire aussi, c'est fermer les yeux sur un certain nombre de choses qui sont importantes. Donc, il y a ce que j'appelle, ce qu'on appelle l'effet pangolin, dont je te parle, les failles, mais il y a l'effet Floyd. L'effet Floyd, c'est l'injustice. Que ce soit les injustices sur le plan juridique, mais les injustices sociales, les fractures sociales, les inégalités sociales. Et ça aussi, ça amène des basculements. Ça veut dire, quand vous voyez, par exemple, des jeunes qui vont prendre les armes contre leur propre pays, ça veut dire que c'est un décrochage. Décrochage aussi, ce sont des jeunes qui se disent, écoutez, vivre partout sauf en Afrique. Décrochage aussi, mais ça, c'est presque, je dirais, un raccrochage. Ça, je te parle des trois imaginaires qu'il y a. Les autres imaginaires, on reste et on fait la révolution. Vous avez les Yanamar, vous avez les Hirak, vous avez un peu partout ces choses-là. Je pense que tout ça, dans le monde de demain, et dans ce que j'appelle l'effet Floyd, il faut les examiner pour réinventer à la fois la démocratie et les sociétés africaines de demain, qui soient des sociétés d'équité et de justice. Merci en tout cas, ça a été vraiment fructueux en idée et voilà, nous nous félicitons encore une fois d'être vraiment, voilà, d'avoir pensé à vous-même, à votre personne, parce que vraiment, vous avez été généreux en idée. Merci beaucoup encore, M. Tine. Merci. Vous aussi, nos chers internautes, nous vous remercions et vous donnons rendez-vous très prochainement pour un autre numéro de l'entretien. Merci.